Chères étudiantes, chers étudiants de L1, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre 8e des 12 cours consacrés à l'initiation de l'histoire de l'Europe au XIXe siècle. Un cours qui va être consacré aujourd'hui aux sociétés européennes. Et c'est un cours qui va avoir lieu en 2 temps. Donc, comme vous en avez pris l'habitude, eh bien, quand il y a 2 parties, il y a 2 vidéos, et quand il y a 3 parties, il y a 3 vidéos, pour des soucis techniques et également par commodité. Alors, à quoi vont correspondre en fait ces 2 parties? Dans un premier temps, je vais vous montrer que les sociétés européennes se transforment selon des voies diverses, bien évidemment, et à des rythmes différents. Et nous allons le voir en abordant successivement les différentes catégories sociales. Et puis, dans un deuxième temps de ce cours, nous verrons que ces sociétés européennes, en fait, sont à la recherche d'un équilibre, que certains y trouvent leur compte, que d'autres, au contraire, contestent, parfois se révoltent contre ce nouvel ordre qui s'établit, mais qu'au bout du compte, eh bien, nous sommes présentés bien évidemment une vision idyllique des choses. Les choses, à la veille de la guerre de 14, les difficultés tentent à s'aplanir. Donc vous voyez un plan qui va être un plan thématique en 2 parties. Alors, je vous montre justement ce plan. Vous pouvez faire un arrêt sur image de manière à le noter. Une première partie donc, que j'ai intitulée des groupes sociaux en cours de reclassement. Et nous allons partir du haut de la société pour aller vers le bas. Je vais commencer par évoquer le déclin progressif des anciennes aristocraties. Vous le voyez, au profit en fait de la bourgeoisie, en fait au pluriel, hein, des bourgeoisies conquérantes, pour utiliser le titre d'un ouvrage célèbre de Charles Maurrazé, M-O-R-A-Z-E. Alors à partir de la Révolution française, les noblesses, jusque-là dominatrices exclusives des sociétés européennes, perdent progressivement leurs privilèges et doivent commencer à partager le pouvoir avec les bourgeoisies. Cependant, d'emblée, il me faut relativiser ce phénomène de déclin des aristocraties. D'abord parce qu'il n'est véritablement très prononcé que dans un pays, en l'occurrence la France, qui a fait, vous le savez, sa révolution en 1789. Au Royaume-Uni, pour vous donner une idée, les fameux lords, lords signifiant à l'origine les seigneurs, les nobles, le sommet de la hiérarchie sociale britannique, eh bien les lords, qui ne représentent qu'une centaine de familles dans la société britannique du XIXe siècle, possèdent d'immenses domaines. Ils détiennent jusqu'aux années 1900 tous les postes au sein du cabinet du gouvernement de Sa Gracieuse Majesté. Il faut attendre au milieu des années 1900, de la décennie 1900, eh bien, le gouvernement de David Lloyd George, qui lui-même est un roturier, pour voir les nobles lâcher une petite partie de leur pouvoir. Ils détiennent tous les sièges, bien évidemment, à la Chambre des Lords, au nom caractéristique, mais aussi une écrasante majorité aux communes, la deuxième chambre du Parlement britannique. Dans la majeure partie de l'Europe méditerranéenne et orientale, où l'industrialisation est limitée, où les sociétés restent extrêmement clivées, eh bien les aristocraties restent au pouvoir. Je pense par exemple aux Junkers prussiens, ou bien encore aux magnats hongrois, pour vous donner ici 2 exemples, mais parmi une multitude d'autres. Ils ne se contentent pas de gouverner les États, ils ont aussi une assise foncière considérable, avec de grands domaines détenus, exactement comme les lords britanniques. Néanmoins, après vous avoir rappelé cela, le XIXe siècle a pu être qualifié, à juste titre, vous allez voir pourquoi, de siècle bourgeois. Et tout d'abord, qu'est-ce que la bourgeoisie au XIXe siècle? Le bourgeois, c'est avant tout un propriétaire, mais la définition par la propriété ne suffit pas, parce que le noble lui-même l'est, et nous verrons tout à l'heure que des gens qu'on ne qualifiera pas de bourgeois peuvent aussi être de petits propriétaires.
Alors le bourgeois est attaché à la considération sociale et à la respectabilité, le regard de l'autre. Voilà un deuxième élément de définition de la bourgeoisie. Et puis il croit dans quelques valeurs qui à ses yeux sont tout à fait fondamentales, le sérieux, le travail, l'effort, l'épargne, la famille et l'ordre social, mais aussi en valeurs qu'on qualifiera de plus progressistes, le progrès et la liberté. Alors au-delà de ces traits communs, la bourgeoisie est multiple. Selon sa fortune et son prestige, elle va se hiérarchiser en trois strates. Une grande, une moyenne et une petite bourgeoisie, dont la première, la grande bourgeoisie, confine à la noblesse, se rapproche de cette noblesse, et dont la troisième, la petite bourgeoisie, est proche en fait des classes moyennes que nous définirons tout à l'heure. Mais cette bourgeoisie se différencie aussi par ses activités et ses sources d'enrichissement. Une bourgeoisie d'entreprise va regrouper ainsi les banquiers, les industriels, les négociants, mais aussi les commerçants. Une bourgeoisie du savoir va comprendre la haute fonction publique, l'enseignement supérieur, les professions juridiques, les professions scientifiques, littéraires, artistiques. Enfin, vous avez une bourgeoisie de la rente qui vit de ses revenus fonciers, mais aussi de ses revenus de plus en plus boursiers. Alors pourquoi maintenant le 19e siècle est-il qualifié de siècle bourgeois? Eh bien, le développement du capitalisme favorise l'industrie et le commerce, qui sont les secteurs privilégiés des bourgeois, au détriment de l'agriculture et de la rente foncière, qui sont plutôt l'apanage des aristocraties. Le 19e siècle est aussi l'âge d'or des rentiers, grâce à la stabilité monétaire. Prenons comme exemple la France, le franc germinal mis en place au moment du Consulat et qui restera une monnaie très stable jusqu'à la guerre de 14-18, mais le même phénomène de stabilité monétaire se retrouve partout et donc il favorise bien évidemment ceux qui vivent de la rente, du produit en fait de leur propriété foncière, mais aussi de leurs revenus bancaires et boursiers. L'instauration progressive de la démocratie libérale favorise aussi les bourgeois car ils vont mieux savoir utiliser le suffrage universel que les aristocrates qui, eux, le plus souvent, répugnent à le faire. Alors cependant, j'en reviens à mon propos initial de cette première sous-partie. En dépit de la création de concours de recrutement de la fonction publique, eh bien, les nobles conservent de fortes positions dans cette fonction publique et plus encore dans certains secteurs qui restent leur apanage. Je pense à la diplomatie, je pense également à l'armée, grâce à leur expérience du service de l'État, grâce à leur capital culturel, grâce à leurs relations si important lorsque, par exemple, l'on devient un ambassadeur. Beaucoup d'aristocrates savent également diversifier leur patrimoine. Inversement, la plupart des grands bourgeois s'éloignent progressivement des valeurs traditionnelles de leur milieu, que je vous évoquais tout à l'heure, pour un style de vie ostentatoire. À mesure qu'ils vont faire fortune, eh bien, ils vont vivre un petit peu en châtelain, par exemple, ou dans leurs hôtels particuliers des grandes villes européennes. Et certains vont se laisser, je mets des guillemets à ce terme, contaminer par des valeurs aristocratiques qui les fascinent. Ces deux élites peuvent fusionner par le biais d'une part d'anoblissement et d'autre part par le biais d'union matrimoniale. Et je vous donnerai pour conclure cette première sous-partie un exemple célèbre. En 1906, l'industriel rhénan Krupp, dont nous avons parlé, le roi de la sidérurgie, va donner en mariage sa fille Bertha à un aristocrate, à un noble qui s'appelle Gustav von Bohlen. Et Gustav von Bohlen va prendre la direction de l'entreprise de son beau-père. Donc là, on a un cas d'école, vous voyez, chacun fait un pas vers l'autre, si j'ose dire. L'aristocrate quitte ses propriétés foncières pour se faire industriel, mais après avoir épousé la fille que lui a donnée un grand dynaste bourgeois.
Alors, deuxième sous-partie de ce plan, de ce tableau en fait des classes sociales en cours de recomposition, le recul relatif des paysans et des artisans face à l'avènement de la classe ouvrière. Eh bien, dans les campagnes européennes, la façon dont le sol est exploité et la condition paysanne varie beaucoup en fait d'une région à l'autre. La petite paysannerie indépendante est très puissante, bien sûr, depuis la Révolution française en France elle-même. C'est la vente en particulier des biens nationaux issus du clergé qui va permettre à un certain nombre de paysans d'accéder à cette propriété. On va retrouver le même phénomène en Allemagne, et vous le savez, l'Allemagne, on l'avait dit dans un cours précédent, a été en partie conquise par Napoléon, et donc va se mettre à l'école de la France, et dans le sud et l'ouest de l'Allemagne, eh bien, mais comme également dans le nord de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal, on va voir un certain nombre de paysans accéder ainsi à la propriété. Alors à côté de ces paysans indépendants et propriétaires, vous avez ce que l'on appelle les fermiers et les métayers, qui les uns comme les autres louent des terres à de grands propriétaires. Moyennant une redevance, les fermiers, pour commencer par eux, exploitent souvent le sol comme ils l'entendent. Ils sont plutôt ouverts au progrès, font parfois de gros profits et vivent confortablement. En particulier, on donnera comme exemple les fermiers du bassin parisien. Alors, ils peuvent se le permettre parce que, en général, ils ont un apport conséquent. La redevance qu'ils fournissent est importante, et de ce fait, eh bien, ils vont jouir d'une indépendance plus forte en tant que loueurs de la terre. Les seconds, les métayers, eux, sont généralement plus pauvres. Ils donnent une somme moins conséquente aux propriétaires terriens, et en conséquence, comme en plus ils ont peu de matériel, qu'ils n'ont quasiment rien pour vivre, eh bien une fois qu'ils ont versé la redevance aux propriétaires, ils lui doivent encore une part de leur récolte. Alors, sous ces fermiers et ces métayers, vous avez encore des paysans qui vivent dans des conditions plus difficiles. Généralement, ce sont les salariés agricoles. On pense ici aux journaliers. On entend par là journalier parce qu'ils se paient à la journée, hein, ils travaillent à la journée, et c'est en fonction de ce qu'ils ont fait dans la journée qu'ils vont percevoir un revenu. On pense également aux domestiques. Journaliers et domestiques sont extrêmement nombreux dans les grands domaines latifundiaires de l'Europe du Sud et également de l'Europe orientale. Et ils y ont un sort très très difficile. Alors, j'ai utilisé le terme de journaliers, on pourra les appeler également les brassiers, parce que leur seule force de travail, ce sont leurs bras, et on les appellera par exemple les braceros en Espagne, ou bien les braccianti en Italie. Donc vous voyez, tout ça pour vous dire que le phénomène se retrouve un petit peu partout. Et puis, il y a le servage. Alors ce servage, vous l'avez vu dans d'autres cours, bien évidemment dans l'enseignement secondaire, mais également dans d'autres cours d'université en licence 1, eh bien, en histoire médiévale et un petit peu en histoire moderne. Ce servage, il date donc justement de l'époque médiévale et de la période féodale, et il va attacher les individus à la terre et à un seigneur. Il disparaît progressivement partout d'Europe au cours du premier 19e siècle. C'est en Russie où il va demeurer quasiment le plus longtemps et où il est aussi le plus important. C'est un phénomène considérable puisqu'il concerne en Russie 45 millions de gens, soit plus de la moitié de la population en 1860. Et c'est le tsar Alexandre II qui va abolir ce servage par un oukase de mars 1861, mais cela n'améliore guère le sort des paysans russes qu'on appelle les moudjiks, car ils doivent racheter les droits qui pèsent sur eux
En revanche, cela va libérer une main-d'œuvre pour l'industrie. Il n'y a pas qu'un aspect humanitaire dans l'abolition du servage par le tsar. Il y avait beaucoup de révoltes, et c'est l'idée que désormais, en abolissant le servage, il y ait moins de révoltes. Et il y a également une volonté du tsar de moderniser son pays en l'industrialisant, et donc en libérant cette main-d'œuvre qui vient des campagnes. Alors, je quitte les campagnes maintenant pour les villes, pour les bourgs, pour les gros villages, où l'on va retrouver le monde artisanal et ouvrier. Eh bien, ce monde artisanal et ouvrier se diversifie considérablement au XIXe siècle. Bien évidemment, d'importants effectifs restent employés dans les petites entreprises et les métiers qualifiés proches de l'artisanat. Ils sont, ceux-là, urbanisés de longue date, ils sont fiers de leur tradition professionnelle et attachés à leur indépendance. Cependant, la grande nouveauté du XIXe siècle, c'est le prolétariat d'usine, c'est la grande nouveauté bien sûr de la période, et celui-ci ne va cesser tout au long du XIXe siècle et dans les différents pays européens de croître en nombre. Il est composé pour l'essentiel de ruraux déracinés et d'ouvriers à domicile déclassés. Ce prolétariat d'usine effectue un travail qui est peu qualifié, qui est extrêmement répétitif, et puis il est soumis à une discipline sévère, même s'il ne faut pas se laisser abuser par les règlements d'usine, de manufacture, de fabrique, qui, il faut le dire, ne sont pas toujours appliqués avec toute la rigueur. Et les peines que l'on y trouve sont davantage là pour faire peur qu'elles ne sanctionnent véritablement. Elles peuvent le faire, mais je veux dire, attention quand même. Mais ils travaillent très dur, ils travaillent pendant des journées de plus de 10 heures, ces ouvriers, des semaines de 6 jours, sans autre congé que les fêtes chrétiennes. Le salaire, qui plus est indexé sur le prix du pain et parfois payé en nature, ce qui oblige souvent le travailleur à s'approvisionner dans les magasins contrôlés par ses propres patrons, à des prix qui souvent sont abusifs. Et là, je vous renvoie à quelques pages célèbres d'un roman que vous connaissez sans doute, Germinal, d'Émile Zola. Et en plus, cette rémunération est fixée à la tâche. Si vous êtes blessé, que vous êtes fatigué, que vous avez un rendement inférieur, eh bien, vous percevrez un revenu, une rémunération qui sont moindres. Alors, il en résulte fréquemment des cadences infernales qui occasionnent fatigue et accidents du travail. Les ouvriers européens, tout type confondus, sont environ 45 millions en 1914. Mais les gens du peuple s'emploient dans bien d'autres professions. Je pense ici aux salariés du petit commerce, je pense aux colporteurs qui vont de village en village porter aux paysans des produits. Je pense aux domestiques surtout, bien sûr. Encore plusieurs dizaines de millions de domestiques en 1914. Nous évoquions tout à l'heure les lords britanniques qui possèdent de grands châteaux. Certains de ces lords possèdent une domesticité de plusieurs centaines de domestiques. Alors je termine cette première partie, vous le voyez, par un petit 3, consacré à l'essor des classes moyennes. Et peut-être est là, en fait, la plus grande originalité du XIXe siècle que cet essor des classes moyennes. Alors, je commencerai par vous dire que nous employons ici un pluriel, tout simplement parce que ces classes moyennes sont extrêmement diverses et l'expression se retrouve au pluriel dans quasiment toutes les grandes langues européennes. Les Britanniques, pour ne donner que cet exemple, utilisent l'expression de middle classes. Donc vous voyez, on retrouve cela dans une traduction presque littérale. Ces classes moyennes sont situées entre la petite bourgeoisie que je vous évoquais tout à l'heure et les masses populaires. Et elles réunissent les plus modestes des rentiers, de petits entrepreneurs et commerçants, et surtout en chiffres, en effectifs, des salariés qui sont au fil du XIXe siècle de plus en plus nombreux et divers.
Il y a ceux du secteur privé, je pense par exemple aux contremaîtres d'usines, de fabriques, de manufactures, je pense aux techniciens, je pense aux cadres, je pense également aux voyageurs de commerce, voilà une profession qui fait son apparition au XIXe siècle, je pense aux employés des grands magasins, autre spécificité du milieu du XIXe siècle, je pense aux employés de banque, je pense aux employés de compagnies d'assurance ou de compagnies de chemin de fer. Mais à côté de ces salariés du secteur privé, vous avez aussi les salariés du secteur public. Ce sont par exemple, pour vous donner simplement quelques cas ici, les instituteurs et les institutrices, les postiers, les sous-officiers. Ces classes moyennes sont essentiellement des classes citadines, mais comprennent aussi quelques ruraux. Et là encore quelques exemples pour vous montrer que ces classes moyennes sont présentes dans les campagnes. Eh bien, on citera les cabaretiers, on citera les petits commerçants, par exemple les petits épiciers de gros villages, ou bien encore les officiers de santé. Alors, ces officiers de santé, en général, ce sont des personnes qui sont passées par les facultés de médecine, mais qui n'ont pas obtenu leur grade, qui n'ont pas obtenu tous les examens pour devenir médecins. Alors, c'est une énorme injustice du 19e siècle, mais ça permet au moins un encadrement médical des campagnes. Eh bien, ils iront, ces officiers de santé, ces étudiants en médecine qui n'ont pas été jusqu'au doctorat en médecine, ils iront soigner les paysans. Alors ces classes moyennes sont également d'un dynamisme très inégal, quelques-unes sont en voie de disparition, comme les officiers de santé justement que je vous évoquais tout à l'heure, et qui seront progressivement remplacées à l'extrême fin du 19e siècle. Le phénomène est très sensible dans un pays comme la France de la Troisième République par les médecins de campagne, à la qualification supérieure, mais aussi à la rémunération plus importante. Mais ces classes moyennes sont plutôt en augmentation. C'est plutôt le phénomène à retenir, et ce qui explique pourquoi je vous disais tout à l'heure que c'est peut-être la tendance la plus intéressante, la plus lourde, je dirais, de ces sociétés du 19e siècle, quand on regarde en termes de chiffres et de modèles mentaux. Le nombre de salariés explose véritablement au XIXe siècle. En 1913, les employés des secteurs privés et publics représentent, pour vous donner une idée, 14% de la population active en Allemagne, mais 10% également en France, 7% en Grande-Bretagne. J'ajouterai, nous parlerons tout à l'heure plus en détail des femmes, que certaines branches d'activité sont extrêmement féminisées déjà. On pensera par exemple à l'instruction primaire, où vous avez à la veille de la guerre de 14, dans un pays comme la France, autant d'institutrices que d'instituteurs. Voire certaines professions sont totalement féminisées. On pensera au secrétariat, on pensera par exemple à l'accueil téléphonique. Le téléphone, nous en avons vu l'apparition, est une grande création de la seconde moitié du 19e siècle. Et à partir des années 1890-1900, il se développe beaucoup, avec à la clé les standards téléphoniques. Eh bien, les standardistes sont systématiquement des femmes. Alors, en dépit de la diversité que je viens de vous décrire, eh bien, les membres des classes moyennes ont néanmoins plusieurs points communs, un petit peu comme tout à l'heure je vous disais que les bourgeoisies étaient diverses, mais malgré tout avaient des valeurs et des éléments qui permettaient de dire que les bourgeoisies existent. Il en est de même pour les classes moyennes, outre le positionnement entre petite bourgeoisie et sommet des milieux ouvriers. Ces classes moyennes partagent toutes une certaine compétence intellectuelle dans l'exercice de leur profession. On a accompli quelques études. Leurs revenus ne sont souvent par contre guère supérieurs à ceux des ouvriers qualifiés, mais ce sont des revenus plus assurés, avec une mensualisation le plus souvent du salaire de la plupart de ses employés, avec la garantie de l'emploi du fonctionnaire, qui est un trait ici extrêmement important. Néanmoins, les gens des classes moyennes vivent dans la peur du déclassement, en raison, à l'époque, au XIXe siècle, de la faiblesse de la protection sociale face au risque de la vie.
Ils ont aussi, et je terminerai cette première grande partie avec cela, la volonté de se démarquer des ouvriers et des paysans dont beaucoup sont issus par ascension sociale. Et ils vont adhérer pour cela à la plupart des valeurs de la bourgeoisie. Leur ambition est de devenir des petits bourgeois, d'accéder à cette bourgeoisie. Une révérence à l'égard des diplômes et de la méritocratie, même si le terme méritocratie est anachronique. L'idée est déjà dans les esprits d'une promotion par le diplôme. Un éloge de l'épargne qui permettra de céder un patrimoine plus important à ses enfants que celui que l'on a hérité soi-même de ses parents. Un souci de moralité, un conformisme social, il faut le dire. Eh bien, ces membres des classes moyennes essaient, aussi modestement que ce soit, de copier, de singer le mode de vie bourgeois pour intégrer cette bourgeoisie. Voilà pour la première partie.